Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui habillée comme une chanteuse de R&B des années 2000 pour qu'on parle de culture. J'ai été outrageusement au cinéma ces dernières semaines. Du coup ça va être un bilan culturel principalement de films et de livres parce que j'ai pas découvert de nouveaux podcasts et je regarde toujours How I Met Your Mother. Je suis à la saison 4, bientôt à la saison 5. C'est un peu ma comfort série du moment et je regarde que ça quand je rentre du travail. Écoutez, on va pas plus tarder parce que vraiment il y a beaucoup de choses. On va commencer par les livres parce que ce sera plus court. On va commencer du moins fun au plus fun, surtout l'ordre dans lequel je les ai lus. Alors le premier, et quand je dis moins fun c'est vraiment pas très fun, c'est Primo Levi si c'est un homme. Alors si vous ne l'avez pas lu à l'école, ce qui n'était pas mon cas, c'est un roman autobiographique. Primo Levi raconte sa détention dans le camp d'Auschwitz, que je ne sais pas dire correctement, je suis désolée, de fin 1944 à la libération du camp en janvier 1945. C'est l'un des témoignages les plus bouleversants, aussi un témoignage très détaillé de la façon dont les nazis traitaient les juifs, et il y avait une totale négation de l'humanité des juifs. À la base c'était un ingénieur chimiste, il écrivait pas des romans autobiographiques et puis en fait il a eu besoin de laisser cette trace là, et son roman a mis un peu de temps en fait à devenir connu et à connaître le succès qu'il a eu. Plus les gens étaient prêts à entendre ce qui s'était vraiment passé dans les camps, plus ce livre est devenu une référence témoignant littéralement du quotidien dans les camps, de la violence, mais aussi les stratégies de survie avec l'organisation des camps, avec les différents bâtiments, l'infirmerie qui s'appelle Krankenbaum, donc on l'appelle le KB, aussi la hiérarchie des numéros. Donc à Auschwitz quand on rentrait on se faisait tatouer un numéro et en fonction de ce numéro on pouvait savoir d'où les gens venaient, donc il y avait des gens qui étaient plus ou moins respectés en fonction de leur numéro. Par exemple les personnes qui avaient un numéro entre 30 000 et 80 000 c'était les rares survivants des ghettos polonais. Et je trouve que c'est un livre qui donne vraiment à voir le quotidien dans les camps. Et c'est vrai que quand on pense aux camps d'extermination on pense aux douches, on pense aux wagons qui emmènent les gens, mais on pense pas à ce que les gens ont vécu, en fait, ceux qui ont survécu, ceux qui sont restés de longs mois, de longues années dans les camps, quel était leur travail, quelles étaient leurs conditions de travail, le fait qu'ils devaient aller mettre des rails dans la neige, qu'ils devaient survivre au froid, en plein hiver ils avaient pas grand chose à mettre sur eux, donc ils avaient des stratégies pour faire des chaussettes russes avec des bouts de tissu qu'ils trouvaient. Primo Levi explique aussi le système de bourse, les gens réussissaient à introduire dans le camp des objets de l'extérieur. Il y avait des taux d'échange, c'est-à-dire que selon le moment où on était dans le mois, les chemises allaient coûter plus cher, la ration de pain allait coûter plus cher, la soupe allait coûter plus cher, la tolérance qu'il y avait vis-à-vis des objets qui étaient introduits dans le camp parce que justement les gens allemands aussi avaient besoin de certains objets qu'ils pouvaient pas trouver autrement. Et le livre aussi montre à voir la façon dont Primo Levi a survécu. Pour survivre il fallait aussi avoir beaucoup de chance parce que Primo Levi c'était pas forcément le plus fort, c'était pas forcément le plus malin, c'était pas forcément le plus apprécié, c'était pas forcément le plus rusé, mais il a eu la chance, il a réussi à trouver un travail plus confortable, au chaud, et même en fait dans son malheur il a eu de la chance, c'est-à-dire qu'il est tombé malade quelques jours avant l'évacuation d'Auschwitz, qu'on a ensuite appelé la marche de la mort. Et énormément de personnes sont mortes pendant cette marche, et Primo Levi en tombant malade quelques jours avant en fait est resté à l'infirmerie et il a pu survivre jusqu'à l'arrivée des soviétiques. Dans sa chambre d'infirmerie ils étaient 11, il y a une personne qui est morte dans les jours qui ont suivi l'évacuation du camp, et donc quand ils ont été secourus ils étaient 10, et il faut savoir que la moitié de ces personnes qui ont été secourues, 5 vont mourir en fait à la suite dans les infirmeries soviétiques. On se rend pas forcément compte en termes de statistiques le nombre de gens qui sont morts. Là on met des noms, on met des prénoms, on met des histoires sur ces gens là, on est quand même dans une partie de l'histoire et pas la plus rigolote. Ensuite j'ai trouvé dans une boîte à livres Normal People, dont je vous avais déjà parlé parce que j'ai regardé la série il y a quelques mois ou il y a quelques années. Bref, je parle de la série dans un bilan culturel que vous pourrez trouver juste ici, et on y suit du coup l'histoire d'amour entre Connell et Marianne, deux Irlandais qui se rencontrent au lycée, et on va y suivre toute leur histoire d'amour, la façon dont elle commence, la façon dont ils vont s'épanouir, apprendre à se connaître, les erreurs qu'ils font l'un et l'autre, ils vont grandir, se découvrir leur sexualité aussi. C'est un livre qui est très simple à lire, c'est vachement du langage parlé, il n'y a pas un énorme style d'écriture, la personne n'a pas essayé de se donner un style. Ça m'a conforté dans le fait que la série était exceptionnelle parce qu'elle adapte tellement bien le roman, et du coup comme j'avais vu la série avant le roman je ne pouvais pas me sortir de la tête les acteurs, j'ai adoré, c'est un livre que je recommande. Et enfin je sais plus d'où il sort ce livre là, je l'ai retrouvé dans une armoire, donc je pense que je l'ai acheté sur une brocante ou alors mon papa me l'a trouvé. Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. Le titre du roman est un peu marrant, le roman lui-même l'est encore plus. On y suit une famille d'Homo erectus pendant la préhistoire, dans le Pléistocène. Il y a plein de mots comme ça que j'ai dû regarder sur internet parce que ça cite des bêtes préhistoriques et tout. Je sais pas à quoi ça ressemble moi, dis-moi que c'est le mec qui est dans l'âge de glace. T'appelles ça Maléotodon, je sais pas quoi. Ça se passe exactement au moment où l'homme a découvert le feu. Ernest, qui est le narrateur, son père est littéralement un progressiste qui veut que tout l'humain aille vers le progrès. Sa femme Mathilde, grâce au feu, elle va inventer le barbecue, les sauces, donc on va voir comment l'alimentation évolue également. Et en parallèle de ça, on a Vania qui est littéralement l'oncle réac. Faut retourner aux arbres, qu'on va contre la nature, contre le sens même de l'humanité. Ce qui rend ce livre
très marrant, c'est qu'il est volontairement anachronique. Tous les personnages vont parler avec un langage hyper soutenu. C'est des homo erectus, donc à tout casser, ils ont 100 ou 1000 mots dans leur vocabulaire. Clairement pas suffisamment pour faire et dire ce qu'ils disent. Et c'est marrant parce que du coup, ça fait beaucoup le lien avec la société d'aujourd'hui, les gens qui sont plutôt progressistes, les gens qui sont plutôt conservateurs. On apprend plein de choses. Avec toutes ces évolutions, on apprend aussi comment ça se passait à ce moment-là dans d'autres endroits du monde. On apprend comment ça se passe dans le corps quand ils commencent à manger de la viande, quand ils commencent à la cuire, comment leurs habitats vont évoluer, pratiques vont évoluer. Avant, c'était l'inceste, on s'accouplait avec ses frères et sœurs et que le père a fait non, maintenant on va aller les pécho dans d'autres tribus. En vrai, on apprend pas mal de choses, ou alors ça nous rafraîchit la mémoire sur pas mal de trucs. C'est loin hein, la préhistoire, pas très familière et je regarde pas non plus beaucoup de films qui parlent de cette période là, à part grrr, j'en ai pas vu 15 000, je ne m'attendais à rien et j'ai été agréablement surprise. Bon, on peut taper dans le dur, on va passer au film. Tout d'abord on va commencer par Aftersun. C'est pas le film le plus dynamique, mais c'est un film d'une beauté. C'est un film vraiment dans la contemplation. On y suit deux personnages, Callum le père et Sophie la fille, qui lors de ses 11 ans part en vacances avec son papa en Turquie. Ce qu'on comprend très rapidement, c'est qu'en fait c'est la Sophie adulte qui redécouvre les souvenirs de vacances à travers les vidéocassettes qu'elle a filmées avec la caméra de son papa, que le film est un long flashback de cette période de sa vie. Et on y voit littéralement des personnes ne rien faire. Très rare au cinéma de voir des personnages ne rien faire, juste lézarder au soleil, passer des moments ensemble. Et c'est un film qui est vraiment concentré sur les personnages et leurs émotions. C'est un duo qui est assez atypique parce que le père fait très jeune. Il se comporte un peu avec sa fille comme si c'était un ami. Ils sont beaucoup dans la communication, mais on voit qu'il a pas forcément les épaules pour être le papa parfait. Et à l'inverse, Sophie, c'est une gamine de 11 ans, mais elle est déjà très mature. Elle a conscience des problèmes économiques de son père, du fait qu'il est littéralement fauché, et elle va parfois le materner. Elle va replier ses vêtements, elle va le couvrir d'une couverture quand elle rentre le soir et qu'il est affalé. Ça donne à ce duo un côté assez attendrissant, parce qu'ils prennent soin l'un de l'autre, alors que normalement, c'est le papa qui prend soin de la fille. C'est aussi l'été des premières fois pour Sophie. Comme elle est assez mature, elle veut traîner avec les personnes plus grandes qu'elle, qui boivent de l'alcool, qui sortent, etc. Alors ça va pas la pousser à faire tout et n'importe quoi, mais elle va échanger son premier baiser. On va comprendre aussi les prémices de son homosexualité qu'on va découvrir ensuite dans la vie de Sophie adulte. Il y a pas mal de choses subtiles qui montrent qu'elle commence à s'interroger sur ses goûts à l'âge de 11 ans. C'est un film qui est vraiment rempli de petits bouts de rien qui, constitués tous ensemble, font des souvenirs très mélancoliques, très doux. Les images sont très belles, la colorimétrie rappelle vraiment l'été, la nostalgie. Et c'est un film qui est beaucoup dans les sous-entendus, tout comme le prémisse de l'homosexualité de Sophie. On va nous donner à voir le mal-être de son père. Il le cache en fait la plupart du temps. Il y a notamment une scène où il éclate en sanglots dans sa chambre où on comprend que voilà, ça va pas très bien. Et donc il y a toute une interrogation sur la santé mentale, sur la responsabilité en tant que parent, sur la relation parent-enfant. C'est vraiment un film qui est très doux et en même temps on sent une forme d'amertume avec la Sophie du présent qui essaie de comprendre en fait ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui est devenu son père et c'est un film qui est vraiment très beau. Il y a notamment une citation dont je me souviens, elle vit avec sa mère. On comprend qu'elle voit pas son père très souvent. La petite dit à un moment donné, elle est allongée sur le dos, elle regarde le ciel avec son papa, elle lui dit qu'elle est contente de partager le même ciel que lui et que du coup peu importe où ils sont, ils partagent le même ciel et du coup ils sont un peu toujours ensemble. Et je trouve que ça montre bien la beauté de leur relation. Ils ont un lien qui est très fort. C'est un film qui m'a beaucoup émue. Moi tout ce qui tourne autour des relations parents-enfants et notamment père-fille, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. On va y revenir dans un autre film qui est beaucoup sur cette relation aussi. Et du coup c'est un film qui est très beau, qu'on m'avait beaucoup conseillé et que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite je suis allée voir Pour la France. C'est un film tiré d'une histoire vraie qui raconte la mort d'un élève de Saint-Cyr pendant le bahutage. Le bahutage c'est la période où on intègre Saint-Cyr. C'est un peu comme le bizutage mais ils ont un mot spécial pour ça. Le film s'ouvre littéralement sur une scène dans la nuit où Asai, donc qui a un prénom modifié, qui est le jeune homme qui va décéder, plonge dans la rivière et on retrouvera son corps noyé le lendemain sur la berge. Et donc tout le film c'est la famille d'Asai et notamment son grand frère qui essaie d'obtenir justice pour lui. C'est un film qui est très émouvant, on y suit le combat de cette famille qui est immigrée d'Algérie avec ce fils qui voulait vraiment s'investir pour l'armée française, pour la patrie. Il y a aussi beaucoup de flashbacks entre les deux frères, leur relation qui était pas forcément des plus stables, il y a pas mal de regrets. La maman à un moment donné dit si on me l'avait ramené dans un sac parce qu'il était parti faire la guerre, j'aurais compris parce que c'était son choix. Mais de la formation de Saint-Cyr, ça j'y étais pas préparée. Et je trouve que c'est une phrase qui montre bien la violence en fait de l'injustice parce que littéralement il est mort, il était encore en formation quoi. Il est pas mort pour la France, il est mort un peu pour rien. C'était un accident. Il me semble que c'est le responsable de l'école dire à un moment donné
pas une erreur, c'est une faute. Ça montre bien que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver et qui est arrivé quand même. Il faut savoir que c'est vraiment tiré d'une histoire vraie parce que le réalisateur, c'est le grand frère de ce garçon qui est mort. Il raconte l'histoire littéralement de sa famille. Cette information rend les flashbacks familiaux encore plus émouvants et encore plus durs. Et c'est pas du tout un film sur Saint-Cyr, hein, c'est vraiment un film sur le fait de vouloir rendre justice à cette personne. Ensuite, j'ai vu La Nuit du 12, un film qu'on m'avait beaucoup conseillé, qui a été récompensé au César. C'est un film qui traite du meurtre d'une jeune fille qui est arrivée le 12 octobre 2016. Elle s'appelle Clara Royer, elle a 21 ans. En rentrant chez elle d'une soirée entre copines, elle se fait asperger d'essence par un homme et on lui met le feu. Pendant ce temps-là, les officiers de la police judiciaire de Grenoble fêtent le départ à la retraite de leur chef et c'est Johan Vives qui va prendre sa place. On nous annonce dès le début du film que l'enquête restera non élucidée, donc on ne saura pas qui a commis le meurtre. L'enjeu du film en fait c'est plutôt de montrer l'enquête en elle-même. Au fur et à mesure que le film avance, on se rend compte que ce n'est pas que de montrer l'enquête, c'est aussi de dénoncer le traitement des femmes dans la société. La meilleure amie de Clara dira je comprends pas pourquoi vous me posez tout tant de questions sur la sexualité de Clara. Moi ce que je vois c'est qu'elle est morte et on comprend au fur et à mesure du film que Clara c'était pas la meilleure victime, elle côtoyait beaucoup de garçons. Donc voilà, c'est un film qui traite des féminicides. Il y a une tirade qui est très belle à un moment donné du chef de la police Johan justement qui explique que cette enquête va le hanter, que chaque policier est hanté par une enquête et que pour lui ce sera Clara. Il dit cette tirade qui est très forte je trouve, je vais vous la lire parce que c'est vraiment trop long. Ce qui m'a rendu dingue c'est que tous les types qu'on a entendus auraient pu le faire. Peut-être qu'aucun d'eux n'est l'assassin mais ils auraient pu le faire. Je ne sais pas comment le dire autrement, tous auraient pu le faire. Tous ceux qu'elle a croisés, même ceux qui sont pas des salauds. Et peut-être tous les hommes qu'elle n'a pas croisés. Je suis peut-être fou mais j'ai la conviction que si on trouve pas l'assassin c'est parce que ce sont tous les hommes qui ont tué Clara. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Voilà, ça vous dit un peu la couleur du film et c'est une raison de plus pour aller voir ce film qui est très bien joué, qui est très bien tourné, qui traite de sujets d'actualité. Ensuite je suis allée voir Un homme heureux avec ma mère qui est une comédie tournée dans le nord de la France, un peu loufoque, où on va suivre Jean qui est un maire mais ultra conservateur, très attaché à sa mairie, qui est en pleine campagne pour sa réélection et à côté de ça il y a sa femme, Edith, qui en fait est un homme. C'est une personne transgenre, donc Edith veut désormais s'appeler Eddie, entamer sa transition, mais son mari est pas du tout d'accord parce que risque de perdre sa mairie. Le maire conservateur du coin a un époux au lieu d'une épouse, ça la fout mal. Donc il demande à sa femme de repousser sa transition. Pour le coup c'est vraiment une comédie française, faut pas s'attendre à un truc qui va révolutionner le cinéma. Ce qui est bien c'est que c'est un film qui est assez pédagogique, donc pour le coup si vous avez votre grand-mère, votre grand-père, même vos parents qui sont pas très bien éduqués sur le sujet, à travers le personnage d'Edith, Eddie, qui entame sa transition, il va se retrouver dans des environnements avec beaucoup de personnes LGBTQIA+, qui vont lui expliquer certains termes, comment se passe une transition, comment cacher sa poitrine. Donc c'est un film qui est assez pédagogique, c'est sympa, j'ai passé un super moment avec ma maman. Ensuite je suis allée voir Empire of Light qui se passe dans les années 80 sur la côte anglaise et c'est une période de grands bouleversements politiques et sociaux. C'est un film qui se déroule principalement dans un cinéma qui s'appelle The Empire, qui est genre un magnifique cinéma, vraiment le lieu est sublime et pourtant il a un peu perdu de sa splendeur et il essaie de le retrouver justement. Il y a tout un travail sur les images et sur la musique, ça m'a marqué dès le début du film parce que le film s'ouvre sur le fait qu'on allume ce cinéma et la musique et les lumières sont synchro et c'est vraiment des très beaux plans. Enfin moi ça m'a marqué, j'étais en mode oh, c'est très beau là, ça va être un très beau film. Donc on y suit Hilary, une femme à la santé mentale fragile, qui semble un peu insensible au monde qui l'entoure, qui se laisse même abuser sexuellement par son patron et pourtant même si elle va pas très bien, elle continue d'espérer, de vouloir vivre. Tout va chambouler quand elle va rencontrer son nouveau collègue Stephen, qui est un jeune homme noir, qui va lui redonner des moments de légèreté dans sa vie. Ils vont avoir une sorte de petite bulle à eux deux qui fait pas trop sens, c'est un peu un couple un peu atypique et en même temps ils fonctionnent bien, ils ont une forme de sensibilité qui est très belle, ils ont une très belle relation. C'est un film qui aborde plein de thèmes, notamment le racisme, ça traite du féminisme aussi. Hilary c'est une personne qui va être jugée comme hystérique, elle a des problèmes mentaux et en même temps elle a quand même vachement conscience de sa condition de femme, elle est très indépendante, elle a envie que les choses changent et elle va se réapproprier sa féminité tout au long du film. Et c'est aussi un film en hommage au monde du cinéma parce que c'est des personnes qui travaillent dans un cinéma mais ne regardent pas les films qu'ils projettent. Le cinéma, ça permet aux gens de s'évader de leur vie triste. Ensuite, parlons-en de Whale. S'il y a un film que je vous recommande dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est bien celui-ci. Ce film m'a dévastée, il m'a brisée et pas surprenant que Brendan Fraser qui joue le personnage principal ait eu l'Oscar du meilleur acteur parce que sa performance est... je
Je n'ai pas les mots. C'est l'un de ces films qui t'annonce la couleur dès le début. Le personnage principal, Charlie, c'est un obèse morbide qui ne peut même plus sortir de chez lui tellement le monde est inadapté à son corps. Il a besoin d'une pince pour attraper les objets, il a besoin de son déambulateur pour se déplacer, il a besoin de poignées pour se lever. C'est une personne littéralement énorme. C'est un film qui se passe en huis clos dans l'appartement de Charlie et c'est un film qui se passe littéralement sur une semaine. C'est-à-dire que le lundi, on comprend qu'il reste quelques jours à Charlie pour vivre. Et donc on entame ce film en sachant que c'est les derniers bouts de vie de Charlie qu'on est en train de regarder. À moins qu'il n'aille à l'hôpital, sa fin sera funeste. Comment cette personne, qui va bientôt mourir, veut passer ses derniers jours? Il essaie de renouer une relation avec sa fille qu'il a abandonnée quand elle avait 8 ans parce qu'il est tombé amoureux d'un homme et qu'il est parti de la maison. C'est un film qui joue beaucoup sur la photographie, l'image est terne, les plans sont resserrés, c'est les acteurs qui sont au centre de tout, en fait les émotions qui vont montrer à voir ce qu'est l'humain dans ce qu'il y a de plus beau et de cruel. C'est pas un film plein d'action, simplement parce que Charlie ne peut pas faire grand chose à part être assis et lire. Il donne des cours à distance mais qu'il montre jamais son corps en webcam parce qu'il veut pas que les gens voient l'état dans lequel il est. Et même si les sujets qui sont abordés sont très lourds, dépression, hyperphagie, suicide, c'est un film qui arrive quand même à faire rire par son travail d'écriture, les rebondissements de certains dialogues. Les personnages sont assez complexes, ils sont très attendrissants. J'ai été très émue par deux choses principalement, par le caractère de Charlie qui est une personne qui est très optimiste, qui est profondément bienveillante, qui voit le bien dans chaque être humain et qui n'arrive pas à voir le bon en lui-même, qui s'excuse constamment d'exister et qui se concentre sur les actions égoïstes qu'il a eues et pas sur toutes les fois où il s'est négligé pour les autres et notamment tous les sacrifices qu'il a fait pour sa fille même si elle l'ignore. J'ai été profondément émue par la relation entre ce père et sa fille. Là c'est une relation qui est très complexe et en même temps très simple. C'est deux personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à le dire et qui n'arrivent pas à le montrer parce que ça fait tellement longtemps, parce qu'ils se sont tellement déçus. J'ai été beaucoup cueillie par les musiques aussi qui accompagnent vraiment parfaitement le film, notamment la musique de fin. Ne me la mettez pas dans les oreilles parce que je chiale. J'ai pas vu le temps passer. Je pense que c'est l'un des rares films que j'ai envie d'aller revoir au cinéma. C'est des thèmes qui me parlent tellement qu'il faut que j'y retourne quoi. Ensuite je suis allée voir Babylone et j'ai été un peu déçue honnêtement de ce film parce qu'on me l'avait tellement survendu comme le film de l'année, le blockbuster par référence, le film sublime, etc. Et en fait j'ai trouvé vachement long quand même. Alors que le thème est intéressant, c'est l'histoire du cinéma dans les années 20 avec l'apparition du son, est-ce que ça va changer pour les acteurs? Ça montre aussi Hollywood, ça montre aussi les rêves et les espoirs de chacun. Cinématographiquement et musicalement c'est incroyable, c'est par le réalisateur de La La Land donc c'est génial, franchement c'est très 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 beau. On entre sur une scène dans une fête immense, on est happé par le truc, on est pris dedans direct. Bon il y a des scènes qui sont de ouf, franchement c'est pas beaucoup censuré donc voilà, vous allez voir du sang, vous allez voir de l'urine, vous allez voir du sexe, vous allez voir beaucoup de choses et en même temps j'ai eu du mal à me mettre dedans. Pourtant le thème me plaît, c'est un hommage au cinéma qui est très beau. On suit des personnages qui ont un destin assez tragique. Je n'en pouvais plus, à la fin je n'en pouvais plus. Et à un moment donné il y a eu une cuvette et je suis tombée dedans et j'ai eu tellement du mal à me remettre dans le film. Alors ce qui est bien c'est que ça repart sur la fin. Je suis vraiment désolée, ma critique est courte, c'est pour contraster avec la longueur de ce film. Et enfin je suis allée voir Je verrai toujours vos visages. C'est un film sur un thème assez peu abordé qui est sur la justice réparatrice. C'est le fait de confronter les auteurs d'un crime à des victimes. On va y suivre différents personnages, les personnes qui sont du côté de cette justice réparatrice, qui organisent les sessions, qui font en sorte que les échanges se passent dans un cadre sécurisé, qui ne va pas faire de mal aux victimes ni aux auteurs des crimes. On va suivre également une personnage principale qui est jouée par Adèle Exarchopoulos, je sais jamais dire son nom de famille, qui joue une fille qui s'appelle Chloé, qui a été victime de viol par son frère pendant plusieurs années quand elle était petite, qui apprend que son frère a désormais le droit de revenir vivre là où elle vit et qui veut entamer un processus pour rentrer en contact avec lui afin de ne jamais le croiser par hasard. Donc ça c'est la justice réparatrice qui va toucher au thème du viol, aussi de l'inceste. Et à côté de ça on a un groupe d'échanges de paroles avec 6 personnes, 3 agressés et 3 agresseurs, Nassim, Issa et Thomas, qui ont été condamnés pour vol avec violence, donc qui sont actuellement en prison. Et en face Sabine, Grégoire et Nawel qui ont été victimes de vol avec violence, allant du vol à l'arraché du sac à main au cambriolage de sa maison, séquestration de la petite fille et braquage d'une épicerie. C'est un film qui montre les deux aspects des agresseurs et des agressés et c'est en ça qu'il est très intéressant parce que on peut avoir de la compassion avec tous. Alors évidemment plus pour les victimes mais ça montre aussi pourquoi les personnes arrivent à commettre des actes aussi terribles, la façon méthodique qu'ils ont de procéder, qui portent la responsabilité de quoi. Et c'est un film qui je trouve est d'utilité publique et ça montre aussi l'importance de la justice réparatrice. On pourrait penser que c'est pas la meilleure idée du monde de mettre des agresseurs et des victimes ensemble. Finalement ils s'apprennent l'un l'autre plein de choses, ils s'apportent beaucoup et c'est des échanges qui sont faits en toute bienveillance parce qu'ils sont encadrés. C'est un thème que j'avais en tout cas moi personnellement jamais vu abordé dans des films et j'ai trouvé que le film est passé très vite.
Aïe. Comment ça va les gars? On se retrouve quasiment 2 mois plus tard. Donc dans un tout autre contexte, je suis entourée de cartons de déménagement et je voulais monter la vidéo sur YouTube du dernier bilan culturel que du coup j'ai filmé il y a 1 mois et demi. Je pouvais pas publier en état alors que je ne vous ai pas parlé de certains films que je suis allée voir. Donc tout d'abord, Quand tu seras grand. Quand tu seras grand, c'est un film qui se passe dans une EHPAD. On y suit des soignants et des résidents de cette EHPAD et aussi l'équipe scolaire qui encadre des enfants qui viennent manger dans cette EHPAD. Il y a des travaux dans l'école d'à côté et donc les enfants viennent manger dans l'EHPAD. Même si au début certains soignants sont contre, considèrent que ça leur rajoute de la charge de travail, que c'est pas bien pour la tranquillité des résidents, etc. Il y a quand même des liens qui vont commencer à se nouer. C'est un film intergénérationnel qui montre bien les conditions de travail dans les EHPAD, les pressions budgétaires, les sous-effectifs, la fatigue des soignants, parfois les accidents, les décès, le rapport à la mort, l'accompagnement humain, la tendresse qu'ont ces personnes-là envers les résidents. Et ça se garde quand même de rentrer dans un pathos qui aurait pu être peut-être de trop. Je suis allée voir ce film avec ma petite sœur qui est en école d'infirmière et qui a du coup pas mal d'expérience en EHPAD déjà. Elle m'a dit en fait ils ont vraiment pas montré le pire, ils ont montré des choses qui arrivent parce que quand les conditions de travail sont aussi catastrophiques, que le personnel soignant est maltraité, parfois il y a un peu de la maltraitance vis-à-vis des patients, on peut pas en prendre soin correctement et les soignants en souffrent et les patients en souffrent. Elle m'a dit franchement c'est exactement ça, c'est les conditions qu'on a aujourd'hui en France et c'est honteux. Franchement moi ça m'a un peu insurgée parce qu'il y a des choses qu'on devrait pas voir aujourd'hui quoi. J'ai bien aimé le regard que pose ce film qui est que malgré toutes les difficultés, les amitiés peuvent se créer, notamment entre les générations. Il y a vraiment des superbes relations qui se créent entre certains enfants et certains résidents qui mènent parfois à des choses un peu tristes parce que voilà, la mort elle fait partie intégrante du cycle de la vie et quand on est une personne âgée, on est quand même assez avancé dans le cycle de la vie et parfois le cycle nous rattrape et je trouve que c'est assez bien traité dans le film, c'est vraiment traité de manière très juste. Ma soeur l'avait assez bien résumé, elle avait dit que c'est un film qui montre un peu les deux extrémités d'une même chaîne et ce que ces deux extrémités peuvent mutuellement s'apporter parce que petits et grands ont des expériences différentes, ont une vision de la vie qui est différente et peuvent s'apaiser les uns les autres, s'enrichir les uns les autres. C'est assez émouvant mais en même temps assez drôle, t'as des moments qui sont touchants. Et je ne peux pas ne pas vous parler du film Mario qui est enfin sorti, que je suis allée voir la semaine de sa sortie avec mon cousin. On a passé un moment extraordinaire. Le film est tellement bien. Alors ça révolutionne pas l'écriture des scénarios etc. C'est un scénario qui est assez classique où Mario et Luigi se retrouvent dans le royaume champignon, il faut sauver le royaume champignon de Bowser. Donc là jusque là on est assez d'accord sur le fait que rien de mirobolant niveau scénario. Mais c'est tellement bien amené, les musiques sont hyper cool, enfin littéralement je crois qu'il y a du ABBA, il y a plein de musiques comme ça qui sont trop cool, il y a I Need a Hero. C'était surtout pas à ne pas me demander de chanter, mais c'est une musique qui est dans Shrek. C'est un dessin animé qui est assez bien pensé pour les adultes parce qu'il y a énormément de références sur tous les jeux avec lesquels on a grandi, que ce soit Mario Kart, Mario Bros, Mario 64, Mario Galaxy, Luigi Mansion. Il y a plein de références comme ça qui sont hyper émouvantes quand on s'en rappelle et puis il y a des personnages qui sont tellement drôles. J'ai eu un vrai petit coup de cœur pour l'étoile en référence à Mario Galaxy qui est cette sorte de petite âme complètement torturée, complètement en dépression totale qui aimerait juste vraiment mourir. C'est hyper drôle quoi et je pense que c'est des trucs que tu comprends quand t'es un peu plus grand, que t'es un peu adulte, tu comprends vraiment l'humour qu'il y a dans ce personnage. Franchement si vous avez grandi avec les Mario, il y a aucune raison de ne pas aller le voir. En plus il est hyper bien animé, il y a un vrai travail sur les lumières et il est très beau. Ça révolutionne pas l'histoire des dessins animés, c'est pas un scénario imprévisible avec plein de rebondissements, mais c'est juste en termes de référence pour notre enfance, c'est exceptionnel. Enfin j'ai vu Les Trois Mousquetaires, le premier volet d'Artagnan avec François Civil, dont je suis complètement amoureuse. Que vous dire sur ce film? Il est très sympa pour une production française, c'est très poussé, ça fait vraiment production de gros films un peu américains. Il y a un vrai travail sur les décors, sur les plans, il y a un plan séquence qui est absolument incroyable à un moment donné. Les 4 mousquetaires du coup avec l'arrivée d'Artagnan se battent parce qu'ils sont pris en embuscade et t'as un plan qui suit un peu les 4 mousquetaires qui se battent les uns les autres. Le plan m'a un peu retourné la tête, j'étais en mode c'est hyper bien ça. J'aime beaucoup aussi Louis Garrel qui joue le personnage du roi de France, qui est une sorte de personne un peu naïve, qui a une personnalité un peu simplette, qui m'a fait beaucoup rire malgré lui vraiment, qui laisse des moments de silence etc. T'es en mode qu'est-ce qui se passe ici mon ref? J'ai pas grand chose à vous dire de plus, j'avais aucune attente en y allant si ce n'est le fait d'avoir un peu de fanservice de François Civil. Pour le fanservice j'ai vraiment été servie. L'histoire est très intéressante, c'est une période historique vraiment cool dont moi je suis pas des plus familières, donc ça me fait plaisir de retourner là-dedans avec l'histoire des rois de France, des rois d'Angleterre etc. Donc écoutez, si vous l'avez pas vu, si vous aimez bien cette période historique, si vous aimez bien l'histoire des Trois Mousquetaires, franchement allez-y parce que c'est une adaptation qui vaut le coup. C'est déjà la fin de cet interlude, on peut retourner à la vidéo d'il y a 1 mois et demi. C'est
les amis. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il n'y aura pas de série et pas de podcast parce que série je suis à fond dans How I Met Your Mother, j'adore. Je sais pas comment je suis passée à côté tout ce temps. Et podcast, j'écoute toujours les mêmes en ce moment. Je réécoute beaucoup Splash dont je vous avais parlé dans un précédent bilan culturel que vous pouvez retrouver juste ici, qui fait de la vulgarisation économique, notamment en lien avec l'actualité. Il y a beaucoup d'invités qui sont très intéressants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée, c'était un peu expéditif et c'était pas aussi riche que d'habitude. Je suis preneuse de toutes vos suggestions en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez vu certains films dont j'ai parlé, si vous avez lu certains livres dont j'ai parlé, si vous avez des recommandations évidemment. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne parce que je fais souvent des bilans culturels et d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt, prenez soin de vous.